Bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat consacré aux élections départementales. À moins d'une semaine du premier tour, on s'intéresse ce soir à l'Aube, deuxième département le plus peuplé de Champagne-Ardenne, avec un peu plus de 310 000 habitants. Alors, compte tenu des règles du CSA qui nous imposent l'équité, avec moi sur ce plateau, 5 candidats représentatifs des forces politiques engagées dans ces élections. Nous ne parlerons pas de leur canton, mais de la vision de leur parti pour le département. Ces élections sont mixtes, un ticket homme-femme. Valentine Fray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate de La République En Marche sur le canton de Troyes-2. Votre binôme est Didier Fréville, LREM également. Face à vous sur ce canton, Éric Dondon et Anne Sabatino du Rassemblement National, Stéphanie Chazelon du Parti Socialiste, en duo avec David Durlot de Génération S, enfin les divers droites Valérie Denis et Anne-Marie Zels. Autour de la table également Philippe Pichery, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président sortant divers droites et vous vous présentez aux côtés de Claude Omer, DVD également, sur le canton de Crenay, près Troyes. Face à vous sur ce canton, Jean-François Boulard du Rassemblement National en tandem avec Joël Colson du Rassemblement National aussi. Gisèle Malaval du Parti communiste français a pour binôme Laurence Pagnesi d'Europe Écologie Les Verts. Olivier Girardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire socialiste de la Chapelle-Saint-Luc et vous êtes candidat sur le canton de Troyes-3 aux côtés de la divers gauche Jamila Haddad. Vous représentez le collectif Oxygène qui rassemble plusieurs partis de la gauche. Face à vous également, sur ce canton, les divers gauches PGI, Brisset et Pierre-Louis Robin. La divers droite, Ania Kouider-Saed, a pour binôme Olivier Richard, des Républicains. Mireille Cazard, du Rassemblement National, est en duo avec Jean-Claude Grosjean, RN aussi. Et enfin, Sophie Crétol, de la France Insoumise, se présente avec Gaëtan Céphals, LFI également. Est avec nous sur ce plateau Jordan Guiton, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le délégué départemental du Rassemblement National dans l'Aube et vous êtes candidat sur le canton d'Arcis-sur-Aube. En binôme avec Angélique Rank du RN aussi, face à vous sur ce canton. Les divers gauches, Davy de Champfelaer et Fanny Hemen, et puis 2 autres binômes divers droite, Guy Bernier en duo avec Annie Souka et Éric Albert en tandem avec Solange Gaudy. Et enfin, Bruno Pellerin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat sur le canton de 3-4 pour la France Insoumise avec Ingrid Viau, LFI aussi. Face à vous sur ce canton, Raphaël Fontaine et Lydie Mougineau du Rassemblement National. La centriste Catherine Brégeot est aux côtés du divers gauche Marc Brett. Dernier binôme divers gauche, celui de Virginie Cousin et Grégoire Jésuita. Voilà pour les présentations avant de démarrer donc ce débat consacré à l'Aube. Rappelons le mode de scrutin un peu complexe de ces élections départementales. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. Dans l'Aube, on compte 17 cantons. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 34 élus au Conseil départemental de l'Aube. Pour être élu au premier tour, 2 conditions. Plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Et si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour, lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Avec environ 415 millions d'euros de budget cette année, le département de l'Aube affiche une très bonne santé financière grâce à une gestion rigoureuse notamment. Alors comment utiliser au mieux cet argent ? Quelles priorités pour les 6 années à venir ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Première partie, la solidarité, principale compétence du département, notamment l'emploi. Comment aider les demandeurs d'emploi en 2019 ? 300 bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active, ont pu vendanger tout en conservant leurs allocations. Ce dispositif RSA et vendange, une bonne manière de mettre en valeur justement le travail, Valentine Fray ? Oui, c'est vraiment une bonne action qu'a pris le département, de cumuler le RSA avec une reprise de l'emploi. Par contre, on peut aller plus loin aujourd'hui grâce à la proposition de loi au Sénat de Claude Malhuret, qui a été fait tout récemment et sur lesquels les départements vont pouvoir expérimenter pendant 4 ans de faire le RSA cumulé à tout type d'emploi.
Donc il faudra que le département soit très réactif quant à cette expérimentation, parce que du coup, ça nous permettra d'étendre bien plus le champ des possibles et de pouvoir aider au plus près les personnes qui sont bénéficiaires du RSA sur notre département. Monsieur Pellerin, un avis ? En ce qui concerne le RSA, d'ailleurs, je voudrais déjà dire qu'à la France Insoumise, on aimerait qu'il soit allongé que les bénéficiaires soient les moins de 25 ans également, dès leur majorité, pour qu'ils aient ils ont une majorité pénale, ils ont une majorité, et ils n'ont pas de majorité sociale, ils ont une majorité civile, ils peuvent voter, ils peuvent aller en prison, mais ils n'ont pas le droit d'accéder au RSA. Or, on sait que dans le département, on a 16% de taux de chômage, et chez les moins de 25 ans, on est à un peu plus de 31% chez les garçons et 34% chez les filles. Donc, c'est des taux qui sont relativement importants. Il faut aider ces jeunes dans leur départ dans la vie pour poursuivre leurs études ou pour engager leurs études ou pour reprendre leurs études, leur laisser un minimum de solidarité, pas pour ceux aussi qui peuvent avoir des enfants, même si ça peut être déjà pris en compte, et qu'ils aient un vrai filet de sécurité. D'accord ? Voilà. Vous partagez son point de vue, M. Géranin ? Oui, mais je partage ce point de vue-là à une condition, c'est qu'on mette beaucoup plus d'argent sur la question de l'insertion par l'économique. Moi, je crois beaucoup au travail, sa valeur, à ce qu'il, évidemment, permet d'être autonome. Mais derrière, il y a la question de la dignité. Et donc, je pense que le département, il le fait sur la vendange, très bien, mais il peut faire beaucoup plus. Et il peut déjà faire beaucoup plus, indépendamment des dispositifs qui sont mis. Par exemple, en activant, on a des entreprises d'insertion, des associations qui travaillent sur ces questions. On se réserve toujours sur les métiers. Alors, ça va être l'entretien des espaces verts, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être soumises à l'insertion par l'activité économique. Ça peut être le numérique. Il faut développer absolument le volet. Et moi, ce que je constate, c'est que le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté du fait de la crise et que l'argent disponible pour les entreprises d'insertion a baissé dans le même temps. Je pense que ce type de hiatus n'est plus possible aujourd'hui et il faut un peu mettre en lumière cette question de l'insertion par l'économique. Répondez-vous, M. Boucherie ? Bon, d'abord, je m'inscris en faux contre le fait de dire que l'argent attribué aux entreprises d'insertion par l'économie a diminué. C'est vrai, par contre, que le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté. D'ailleurs, dans un premier temps de la crise, de l'ordre de 7-8%, mais depuis, on observe une stagnation. Et j'espère que les actions qu'on va mener pourront permettre un retour à l'emploi d'un maximum de personnes. Parce que le RSA, comme on l'a dit, c'est un filet de sécurité. Ça ne doit pas être un filet qui retient. Et donc, il faut avoir des mesures à la fois, bien sûr, pour permettre aux gens de revenir à l'emploi, mais il faut aussi que ces mesures soient incitatives. Je suis favorable à un certain cumul pendant un certain temps. Il faut le calibrer. Vous l'avez fait pour les vendanges, vous pourriez le faire, par exemple, avec les maraîchers On a prévu de le faire pour les maraîchers ou pour les métiers en tension. Par exemple, les métiers d'aide à domicile, les métiers de la restauration. On a mis en place aussi la plateforme Active 10, qui est une plateforme de mise en relation directe entre les emplois que proposent certaines entreprises et les bénéficiaires du RSA. Ce sont tous ces dispositifs qui vont nous permettre, je pense, de progresser. Les dispositifs qui existent, est-ce que c'est suffisant pour vous, M. Guiton ? Tout d'abord, évidemment, lorsque la période est exceptionnelle, comme nous l'avons connu ces derniers mois, malheureusement, il faut saluer tous les dispositifs qui sont mis en œuvre pour essayer de redonner le goût du travail à tous nos compatriotes, à toutes les auboises et tous les aubois. Maintenant, je pense que le dispositif social, l'aide sociale, ne doit pas devenir la règle. Il faut évidemment que la règle, ça devienne le travail. Il faut donner envie aux gens d'avoir la capacité de travailler, de trouver du travail. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre en place des outils d'insertion, mais aussi des outils capables de redonner le goût du travail à toutes et à tous et de ne pas tomber finalement dans une sorte d'assistanat à la fois de la part du département. Alors, il faut arrêter les allocations, comment on fait ? Non, il ne s'agit pas d'arrêter les allocations, il s'agit d'aider les personnes qui sont en capacité de pouvoir les toucher et qui sont dans le besoin, parce que l'Aube est un territoire rural avec beaucoup de taux de chômage, avec un besoin d'ailleurs de réindustrialisation. On voit qu'il y a de moins en moins d'usines, on voit que les plus gros employeurs du territoire de l'Aube, ce sont finalement l'hôpital de Troyes, les communautés d'agglomération, la ville de Troyes, et finalement ça c'est quelque chose que le département doit accompagner et pour relancer la croissance par les entreprises privées. Un dernier mot sur l'emploi ? Le département peut aussi être coordinateur sur le projet de territoire zéro chômeur. Il y a quelques villes qui sont déjà citées
et c'est géré aujourd'hui par TCM. Mais aujourd'hui, on peut très bien imaginer que le département ait vraiment ce rôle, surtout qu'on est vraiment sur des métiers d'insertion. Donc TCM, l'agglomération de Troyes. Exactement. Très bien. Alors revenons maintenant sur le drame de Viré-sous-Bar et le mal-être des travailleurs sociaux. Vous voulez rajouter quelque chose ? Juste un petit mot sur l'emploi, sur les emplois directs que peut apporter le département et sur les emplois indirects. C'est-à-dire que là, il faut aussi qu'on travaille au niveau social. On a parlé du RSA, mais il y a l'aide à l'enfance. Et je pense que c'est important qu'on puisse recruter des éducateurs pour ces enfants-là, les sortir de travail en amont. Voilà, mais travailler en amont déjà sur eux, et parce que du coup, ils vivent des situations terribles, et on a besoin d'éducateurs, on a besoin aussi d'auxiliaires de vie pour les personnes âgées, puisqu'on sait qu'on est en déficit. Et par rapport à M. Pichery qui parlait de la plateforme Active 10, c'est très bien. On a dit qu'il y a 11 000 bénéficiaires, il y a 3 personnes qui travaillent pour Active 10. À un moment donné, si le département s'engage à mettre des personnes en plus pour aider, pour accompagner... évidemment, il faut aider, mais il faut accompagner les personnes. Une personne qui est en difficulté, il lui faut aussi une aide humaine. Il faut passer par l'humain. On va parler justement de l'aide humaine avec ce drame de Viré-sous-Bar. Le 12 mai dernier, Audrey Adam, une assistante sociale de 36 ans, est retrouvée morte alors qu'elle rendait visite dans le cadre de son travail à un octogénaire. Elle était employée par le conseil départemental de l'Aube. L'homme l'aurait tuée avant de se suicider. On a appris qu'elle allait être nommée chevalier de la Légion d'honneur. Travailleur social, un métier à risque, Olivier Girardin ? Oui, aujourd'hui, il y a des risques pour ceux qui font profession d'aider et d'assister les autres dans leurs difficultés. Il y a plus de risques qu'auparavant, c'est vrai. Il y a surtout la nécessité pour les pouvoirs publics, de quelque niveau que ce soit, et là, il n'y a pas à faire de polémique stupide, c'est de faire en sorte de valoriser ces métiers, de les protéger autant que faire se peut, d'augmenter le nombre de personnes disponibles pour assurer ces métiers et ces fonctions dans notre société. On raisonne souvent à euros constants ou à emploi constant. On oublie qu'entre le moment où on était 50 millions et aujourd'hui, il y a juste 20 millions d'écart. Et cette question... Et la pandémie qui a aussi accentué l'isolement. Et quand vous rajoutez à ce sujet numérique la question de la situation de crise que nous vivons, il y a incontestablement à revenir sur l'être humain et à investir dans l'être humain. Philippe Pichery, la profession dénonce un manque de moyens. Alors que peut faire très concrètement le département ? Oui, des moyens, je le sais bien, on peut en mettre toujours plus. Je tiens à préciser qu'on a créé un certain nombre de postes ces derniers temps en ces domaines. Et je veux insister sur ce qui a été dit, qu'il faut surtout reconnaître ces métiers, les reconnaître par la prise en considération, les reconnaître aussi par la rémunération. Et c'est un souci permanent que l'on a, notamment pour toutes les personnes qui interviennent à domicile auprès des personnes âgées. Le département aujourd'hui peut les augmenter ? Le département les a augmentés cette année de 12,5%. C'est un premier pas. Je considère même qu'il faut aller plus loin. Mais ces personnes, il faut le dire aussi, comme dans d'autres domaines, les associations qui nous accompagnent ont du mal à recruter. Il y a des emplois, un problème de vocation. Il y a des emplois en nombre significatif et il faut justement revaloriser ces fonctions pour qu'elles soient attractives. L'humain, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Pellerin, alors que pensez-vous suite à ce drame, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà, éviter... il faut que le métier soit attractif. Effectivement, on peut l'augmenter un petit peu, mais si on fait une augmentation de 12% sur une petite somme, ça fait souvent une très petite somme. Donc, une augmentation de 15 euros ou de 20 euros, ça fait pas grand-chose à la fin, même si ça peut être ça. Mais il faut se poser la question des compétences du département. Les compétences du département, c'est le social en premier. C'est ce qui est prioritaire, et c'est à 55% dans le département du budget. Or, si on se regarde au niveau français, moi, c'est ce que j'ai fait en tant que LFI. J'ai dit, tiens, c'est 55%. Et en fait, la moyenne française, elle est de 65%, 10%. 10%, c'est énorme, par exemple, sur une élection, 10% entre deux candidats. Donc, les moyens du département, il faut les allouer à ces compétences. Et il y a des compétences dans le département il y a des choses qui ne sont pas de la compétence des départements et où il y a du budget. Donc, il faut utiliser ce budget pour là où on en a besoin, au niveau des auxiliaires de vie, pour renforcer leur rémunération et leur nombre, d'accord, pour que les personnes âgées puissent être aussi
accompagner. C'est pas facile. Et il y a peu de temps aussi pour les soins au corps, les choses comme ça, c'est important. Comment on fait justement pour accompagner nos aînés, Jordan Guiton? Tout d'abord, je pense qu'il faut déjà revenir sur ce drame. Évidemment, il y a, et il faut le reconnaître aujourd'hui, un sentiment d'insécurité en France. Je pense que chaque collectivité territoriale, avec les pouvoirs et avec les compétences qu'elle a, c'est pas la compétence du département, la sécurité. Doit remettre un petit peu de sécurité. Et évidemment, ce ne sera pas le thème principal. Mais nous, si vous voulez, au Rassemblement national, ce que nous proposons, c'est quand même d'avoir un plan de sécurité à chaque échelon. Et il y a une compétence, par exemple, des collèges au sein du département, où est-ce que là, on pourra... Nous en parlerons tout à l'heure, mais c'était juste pour quand même dire un mot, car c'est quand même une situation qui est grave. Et il ne s'agit pas d'être démagogique, mais d'être pragmatique. Alors, on ne va pas utiliser, évidemment, un drame personnel et un fait divers, malheureusement, comme il y a eu la dernière fois. Mais je pense qu'il faut mettre les moyens à chaque échelon, là où partout c'est possible. Cet homme, en tout cas, se sentait isolé, d'après l'enquête. Sa femme était partie, etc., placée. Donc c'est aussi... On parle des personnes âgées, mais les assistantes sociales interviennent sur des populations diverses et variées, pas seulement les personnes âgées, il faut le dire. Et dans nos sociétés où les femmes sont seules, se retrouvent seules, etc., on a des situations de détresse qui nécessitent qu'on soit au rendez-vous. Et moi, je ne veux pas que le département fasse tout, mais je souhaite qu'il soit plus moteur sur ces questions, en appui avec les autres. Moi, je vois, et on va en parler sur les collèges, il y a plein de situations où on peut, avec l'aide du département, trouver les voies et moyens de financer à plusieurs des actions. Et on s'en sortira mieux tous. Ça marche. À vous, Valentine Fray, vous partagez le point de vue d'Olivier Gérardin. Que faire pour aider nos aînés et toutes les personnes fragiles ? Les travailleurs sociaux, c'est eux qui sont en première ligne face à la détresse qui grandit chaque jour dans le département. Donc forcément, c'est eux qui captent tous ces ressentiments, cette violence, cette colère qui peut être envoyée. Et il y a aussi une problématique de temps terrain qui est différent du temps administratif. Et du coup, ça pose problème sur des vraies situations d'urgence. Il ne passe pas assez de temps avec les personnes âgées? Non, alors il y a peu à voir ce sujet-là, mais ça peut être au final sur une situation d'urgence, malheureusement, le temps administratif, lui, ne sera pas écourté. Et dans des vraies situations qui seront montées par des travailleurs sociaux, malheureusement, on est trop lent en termes de réaction. Alors nous parlerons dans un instant éducation, mais avant un mot sur ce tragique accident samedi dernier sur la départementale 619 à hauteur de Crancey. Un père de famille et ses 2 enfants ont perdu la vie sur cette route. Au total, le département de l'Aube gère 4500 km de voies. Alors on ne connaît pas bien sûr les circonstances de ce drame. Une enquête est en cours. Ce tronçon est repassé en début d'année à 90 km/h. Cet axe, Philippe Pichery, n'était pas particulièrement accidentogène ? Non, il n'était pas accidentogène et comme vous le dites, j'appelle à la plus grande prudence dans les commentaires qu'il pourrait y avoir sur ce drame et sur cet accident en attendant des conclusions. On n'incrimine personne, bien évidemment. On s'interroge juste sur... De l'enquête, non, mais je comprends. Je reviens un court instant parce que sur un chiffre, quand on dit que 12% sur une petite somme, 15 €, non. Il faudrait que les gens gagnent 120 € pour que 12%, ça fasse 15 €. 12%, c'est plus de 100 € par mois. Je pense quand même qu'il y a des ordres de grandeur qu'il faut respecter. Valentine Fray, vous étiez pour conserver la vitesse à 80 km/h sur les différents tronçons qui sont passés à 90 dans l'Aube ? J'avoue que ce n'est pas forcément un sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui. Je pense que les choix qui ont été faits par le département de repasser ces grands axes à 90 km/h sont plutôt une bonne décision. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a eu ce drame. Après, je partage l'avis de M. Pichery, où il faut attendre aussi les conclusions et du coup ne nous précipitons pas non plus. Bien sûr. Jordan Guiton. Je pense que lorsqu'on fait de la politique, et notamment à l'échelle du département, il faut être très clair. La question des 90 km/h, ça va être une critique qu'on va porter vers vous, Monsieur Pichery, notamment pour le Rassemblement national. L'État vous a imposé de repasser à 80 km/h. Il en va du fait, c'était clair, toutes les routes étaient à 80 km/h. Nous nous y sommes opposés, vous n'y pouviez rien. Maintenant, aujourd'hui, vous avez décidé de repasser seulement 5 axes, c'est-à-dire à peu près 5% des routes du département à 90 km/h. Finalement, c'est les 5 nationales, anciennes nationales, pardon.
Bon, moi je pense qu'il faut faire plus de clarté. Il faut rétablir les routes partout à 90 km/h. C'est là où la loi le permet, évidemment. S'il y a des petites exceptions, c'est pas grave. Et je pense que ça va permettre aux gens de les responsabiliser et de réguler eux-mêmes leur vitesse. Il ne s'agit pas évidemment de dire par rapport à un drame, c'est à cause du retour des 90 km/h. Je n'y crois pas une seconde. Maintenant, la question des 90 km/h, elle est cruciale pour les gens qui vivent dans la ruralité, qui prennent leur voiture toute la journée, tous les jours pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école et qui ont envie finalement de ne pas se sentir lésés parce qu'ils habitent loin de leur lieu de travail. Olivier Girardin, ce débat autour des 80-90 km/h. Je partage alors là totalement ce qu'a fait le département. Voilà, pas compliqué. Et un mot pour vous, Monsieur Pellerin? On pourrait élargir ce débat à la mobilité des personnes, c'est-à-dire... On parlera des mobilités douces plus tard. Non, pas la mobilité douce, mais même la mobilité ou la centration des... on va dire tout ce qui est sur 3 et plutôt essayer d'amener tout ce qu'on peut, de la culture, le sport, justement au niveau rural, au contact de tous et pour tous. Et on pourrait travailler là-dessus aussi. Et on poursuit avec la compétence collège. Donc, deuxième grande partie de ce débat. L'éducation représente un peu moins de 11% du budget total du département de l'Aube. 12 718 collégiens répartis sur 25 collèges. Comment améliorer les conditions de travail des jeunes ? Valentine Frey, quelle serait votre priorité ? Pour les collèges, il faut absolument qu'il y ait une prise en compte du quotient familial pour les cantines. On a quand même 7 élèves sur 10 qui mangent à la cantine dans le département. C'est une proportion énorme. 3,41 € par repas pour un élève en moyenne qui déjeune 4 fois par semaine au sein de son établissement. Vous avez fait le choix d'uniformiser ce tarif, Philippe Pichery. Pourquoi ? C'est un problème d'équité. J'ajoute d'ailleurs qu'il faut bien voir que ce n'est pas le département qui fixe seul ses tarifs. Il y a un travail et une indépendance des établissements avec leur conseil d'administration. J'entends bien ce point. On a fait le choix, nous, de mettre l'accent sur les conditions d'études des jeunes en rénovant tous les locaux. Tous les collèges ont été rénovés. Le dernier, celui Paul Langevin à Sainte-Savine, sera au cours de ce mandat reconstruit parce que ses caractéristiques constructives ne permettent pas une rénovation sur place. Voilà, je pense, moi, quand je rencontre très souvent les gens, c'est plutôt des conditions d'enseignement dont ils me parlent. Le tarif est correct pour vous, Olivier Girardin ? Non, je partage pas du tout le point de vue du président Pichery. À la Chapelle-Saint-Luc, les tarifs vont de 1,25 € à 4,50 €. D'accord ? C'est un choix. Et par contre, nous prenons en compte tous les revenus des parents, salaire, allocation, pour définir à quelle branche vous appartenez pour que le taux d'effort soit le même. Et à ce moment-là, on arrive à l'équité, Monsieur Pichery. C'est-à-dire que les familles contribuent selon leurs moyens et reçoivent selon leurs besoins. Et c'est quelque chose qu'à mon avis, vous devriez et on devra faire dans les prochaines années. Vous semblez d'accord sur la question, Madame Frey, Monsieur Girardin. C'est le cas pour vous, Monsieur ? Alors, à la France Insoumise, nous, on se bat pour la gratuité, pour l'universalité. Parce que la sécurité sociale, ça touche tout le monde. Et quand on est universel, du coup, on s'adresse à tous. Alors, je voudrais déjà donner des chiffres. C'est 20 millions pour le supérieur dans le département, ce qui n'est pas une compétence du département, et 10 millions pour les collèges. Donc là, on est bien à 50%. Ouais. Donc, on devrait renverser nettement la tendance. S'occuper moins de l'enseignement supérieur et se concentrer sur la compétence première étant le collège, on va aller sur le collège. Alors j'aimerais prendre un tout petit peu de temps pour développer la gratuité au collège. Pourquoi ? Pour vous montrer ce que ça peut apporter comme action et dans le collège et tout autour. Alors je vais prendre à peine plus de temps, j'espère que vous me laisserez développer. Alors déjà au niveau des collèges, qu'est-ce qui va se passer directement si on met la gratuité ? On sait que déjà 40% des enfants qui sont défavorisés ne mangent pas à la cantine. C'est à eux qu'on s'adresse. Cette solidarité, elle est pour eux. On est dans le social, dans la compétence du département. On va aussi, au niveau du collège, quand on va avoir plus de monde, puisque si tout le monde mange au collège gratuitement, on s'attend à que tout le monde vienne manger au collège. On aura plus de monde pendant la pause méridienne. Qu'est-ce qu'on fait dans les collèges dans la pause méridienne ? On fait du sport dans les associations sportives. Dans les associations sportives de tout le département, on a un t-shirt qu'on nous donne et ça développe le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à être tous pareils, à être tous
à tous aller. Plus de cohésion autour de la cantine. Cohésion. Il faut travailler sur ce sentiment d'appartenance. On a aussi le FSE qui travaille pendant l'heure de midi. Le FSE, c'est tout le foyer socio-éducatif. Donc tout le culturel qui entre là-dedans, aussi avec les personnes extérieures de bonne volonté qui vont pouvoir apporter quelque chose de culturel dans le collège. Mais c'est pas simplement ça. C'est qu'au niveau économique, l'argent qui va être économisé par les familles, elles vont pouvoir le remettre au niveau local. Et d'accord, quand on va économiser 450 € par an, eh ben, pour les familles modestes, ça va peut-être leur permettre d'aller au restaurant, d'aller inscrire. Et c'est le département qui prend en charge entièrement. Si on prend entièrement, ça a un coût d'à peu près 6 millions. Alors vous voyez, en plus. Hein. Mais vous voyez, les 6 millions, on est encore loin d'avoir mangé tout le super. Je reviens juste sur le côté économique. Oui, il faut vraiment qu'on équilibre les temps de parole. Est-ce que la démonstration de M. Pellerin vous a convaincu? Non, parce que j'ai envie de dire, lorsqu'on est aux manettes d'un département, d'une collectivité territoriale, on gère de l'argent public. Malheureusement, je pense que vous le savez ici, rien n'est gratuit. Je pense que, pour le coup, chaque famille doit contribuer en fait en fonction de ses moyens au coût du repas de ses enfants. La question, vous dites évidemment... Tous les trois, vous êtes d'accord. Oui, mais la question, c'est pas d'imposer la gratuité. La question, c'est de permettre à des familles modestes, par un critère social, de pouvoir venir à la cantine. Mais aujourd'hui, proposer la gratuité pour tous, c'est tomber dans une forme d'égalitarisme, alors qu'il faut mieux tomber sous une forme d'égalité. Et nous, c'est ce que nous préférons, en tout cas au Rassemblement national. Valentine Fray. Moi, je partageais vraiment votre point de vue, Monsieur Girardin, dans le sens où il ne faut pas confondre égalité et équité. C'est deux mots qui sont très différents. Sur les collèges, on voit bien qu'il y a d'autres... Il faut remettre de l'humain. Là, je pense vraiment il y a une action à mener. Je vois y compris sur l'environnement au sortir du collège. On n'a pas assez d'adultes, on n'a pas assez d'êtres humains qui gèrent les enfants aujourd'hui. Et là, je pense que le conseil départemental devrait mobiliser un peu de ses crédits. C'est vrai que j'ai regardé les investissements, c'est 4 millions pour les collèges cette année, c'est 8 millions pour l'enseignement supérieur. Moi, je suis assez favorable à ce que le travail qu'a fait le département sur l'enseignement supérieur, mais le décalage avec les collèges est un peu patent et ça, c'est à mon avis un angle mort qu'il faut compenser. On laisse répondre M. Pichery. Bien sûr. Après... Oui, je pense d'abord que ce serait une grave erreur d'opposer collège et enseignement supérieur. Vous l'avez dit, il y a la collectivité est bien gérée, puisqu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet argent. Vous avez trop d'argent ? Non, il n'y a pas trop d'argent. Mais ce que je dirais, c'est que pour avoir des moyens, il faut les avoir économisés. Le département de l'Aube est le seul département de tout le Grand Est qui, d'après l'INSEE, présente un solde migratoire positif. Ce solde migratoire, il est composé notamment d'étudiants. Et si on a développé l'enseignement supérieur, ça a été une création de richesse extraordinaire sur le territoire, avec des retombées qui, dans le temps, permettent de faire autre chose. Et ça permet aux enfants des familles les plus modestes du département de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur au lieu d'être obligés d'arrêter le cursus scolaire après le lycée. Donc il ne faut vraiment pas opposer collège et enseignement supérieur. Vous en pensez quoi, Valentine Fray ? Je partage toujours l'avis, alors pas l'avis de M. Pichery du coup, parce que on se le dit, c'est plutôt au niveau des régions quand même de gérer ce sujet-là. Ça veut Il faut se concentrer sur les collèges. Bien sûr qu'il faut se concentrer sur les collèges. Mais si on ne le fait pas nous, personne ne viendra le faire sur notre territoire. Ça veut dire qu'on n'a pas de relation avec la région pour justement porter des projets. C'est ce que vous me dites, M. Pichery ? Non, mais il y a vraiment, autour des collèges, là, parce que Philippe Pichery, c'est vrai que le département de l'Aube est assez irréprochable sur la question de l'enseignement supérieur, mais là, on parlait des collèges. Et là, il y a un déficit sur les collèges. Alors, il y a eu des rénovations, c'est incontestable, mais il faut remettre des êtres humains. Moi, je vous le dis, à la Chapelle-Saint-Luc, on est obligé de prendre en compte le fait de mettre des médiateurs à la sortie des collèges. C'est nous qui le faisons. On est la 13e ville la plus pauvre de France. Je pense que le département pourrait faire l'effort. Un manque de moyens humains. La transition est toute faite. Écoutez, nous, au Rassemblement national, nous proposons de remettre de la sécurité par le département devant les collèges pour aider les communes, évidemment, à renforcer les moyens de sécurité. Je pense au dispositif de vidéoprotection. Il y a des départements qui l'ont développé, qui ont mis des agents de sûreté qui seraient embauchés par le département, qui seraient des brigades, finalement, de sûreté à l'échelle départementale à l'accueil des collèges. Et ça, je pense que, finalement, la sécurité, c'est la première des libertés, comme le dit si bien Marine Le Pen. Et je pense que c'est, finalement, remettre de l'ordre
l'ordre et de la sécurité pour tous les parents qui envoient leurs collégiens. Vous avez dans beaucoup nos parlé écoles. sur cette partie, mais vous travaillez dans les collèges, je vous laisse Oui. juste répondre très rapidement, s'il vous plaît. La sécurité, elle est de l'être humain, mais si on met un médiateur qui vient de 16h30 de 16h25 à 16h45, je vois pas trop l'utilité pour faire quoi. Par contre, rajouter du monde, des agents dans les cantines, des agents là pour le Covid qui ont été vraiment mis sous pression avec le même nombre de personnes, il a fallu faire le double dans les classes. Il faut nettoyer les toilettes beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est du concret. Et là, ces personnes-là, quand elles sont à l'intérieur de l'établissement, elles y sont pour toute la journée et elles participent à la surveillance des enfants, à leur rééducation. C'est-à-dire que quand vous passez, quand il y a des petits yeux comme ça, des personnes qui passent le balai, qui nettoient, elles éduquent en même temps. D'accord, elles ont l'éducation, elles sont présentes, elles sont rémunérées pour ça. La question, monsieur, est juste de remettre de la sécurité en fait, à l'entrée des collèges. Parce que parfois, il y a des zones qu'on peut appeler de sans sécurité, où est-ce qu'on ne sait plus qui est compétent entre le collège, entre le département, entre la police ou la gendarmerie en fonction des zones. Donc, il s'agit de mettre des gardes du corps à l'entrée pour vraiment faire attention. Oui, des agents de sécurité, si vous voulez. Mais je pense que les parents des collégiens de l'Aube seront très heureux d'avoir un dispositif de sécurité pour accueillir leurs enfants lorsqu'ils descendent du bus et qu'ils vont jusqu'à l'accueil du collège. Excusez-moi, je reprends la parole. Il faut vraiment qu'on avance, alors c'est un mot. Je sais bien, mais là, c'est très important. On va reporter le problème. Si c'est pas à l'entrée du collège, ça se fera 100 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin. Il faut plus d'adultes au sein des collèges. La plus de sécurité, elle moyens est faite. Il y a les principaux, il y a les surveillants collèges. qui sont à la sortie. Pardon. Non, mais je vous en prie, Plus il faut investir investir mais dans les êtres humains. Moi, j'ai un vrai sujet sur je ne sais pas s'il y a un moment donné, on va parler des finances, parce que j'ai un vrai débat avec la majorité départementale, enfin la majorité, ils sont tout seuls, donc sur cette question des finances. Vous avez parlé de gestion rigoureuse, mais il y a un moment donné, la gestion rigoureuse, ça a des limites. Là, si vous voulez, moi, avoir des excellents résultats à ce niveau-là, c'est un sous-investissement patent. Vous voulez Là, plus de dépenses de fonctionnement plutôt que des dépenses d'investissement. Parce que si vous voulez, à ce d'investissement, moment, aujourd'hui, on est dans une situation, moi, il ne s'agit pas de dépenser l'argent du contribuable, je sais ce que c'est, l'argent du contribuable, on sait ce que c'est à la Chapelle Saint-Luc, mais par contre, là, on est, si vous voulez, les résultats, le désendettement jusqu'à ce point-là, ça devient une espèce de gimmick contre-productif. On est en train de perdre du temps à ne pas avoir investi sur un certain nombre de fonctions. Et sur les collèges, il y a un vrai travail à faire sur nos gamins et nos ados. Voilà. Monsieur Pichery va répondre, mais d'abord, Valentine Frey, votre position sur la question des finances. J'avoue que je me pose les mêmes questions dans le sens où on se dit que quand même il y a un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Alors tout ne dépend pas du département. Ça fait 3 années de suite que l'Aube est 87e sur 100 départements français. Donc on a beau progresser en termes de pourcentage, par rapport aux autres départements, nous ne progressons pas. Donc au final, est-ce que cette quête de la dette était vraiment la bonne ? Vous feriez quoi, vous, si vous étiez à la tête du département demain ? Alors, par rapport... déjà, il y a beaucoup d'investissements à faire, et notamment sur la partie de transition écologique. On y arrive. D'accord. On y arrive, le développement durable. Mais peut-être M. Pichery va vous répondre quand même avant de démarrer sur l'écologie. J'entends bien et je suis habitué à ces discours de faut dépenser plus, faut dépenser dans le fonctionnement. Si le département de l'Aube est envié de toutes parts, s'il a obtenu ces résultats, c'est parce qu'il a fait des choix. Et ces choix, vous savez, dans la dépense, il y a ce qu'on appelle la qualité de la dépense publique. On peut effectivement faire des dépenses qui en génèrent encore d'autres, ou on peut faire des dépenses qui génèrent des retours. C'est le choix qui a été fait dans ce département et qui a porté ses fruits. Et qui permet de dépenser en fonctionnement. Monsieur Pichery. Monsieur Girardin, laissez-moi terminer. Comment le département a pu mettre 15 millions d'euros sur la table pour lutter contre la crise Covid et d'amener les protections, les soutiens aux associations, l'accompagnement de tous ceux qui connaissaient des difficultés? Oui, là, il y a 15 millions d'euros qui ont été mis en fonctionnement parce qu'ils étaient disponibles. Que feriez-vous de cet argent, M. Girardin? Sur les entreprises d'insertion, tout à l'heure, M. Pichery me disait qu'il s'inscrivait en faux sur les chiffres. J'ai les chiffres du département en 5,5 millions en 2019, 4,8 millions en 2020. Je pense que, si vous voulez, il y a un moment donné, prévenir, ça coûte moins cher que guérir. Et il y a un certain nombre de fonctions qu'il faut activer. Moi, vous savez, encore une fois, à la rigueur budgétaire, je sais ce que c'est. Il y a un manque d'anticipation ?
Oui, il y a un moment donné, il y a une espèce de logique un peu folle qui consiste à dire on va réduire. Je prends la plateforme, je reviens sur l'insertion, je prends la plateforme dématérialisée sur l'emploi d'insertion. C'est la suppression des êtres humains en face d'autres êtres humains. Et cette logique à tout crin me pose problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies. Encore une fois, j'ai l'habitude de faire des économies, mais je pense, et peut-être d'ailleurs le plan d'investissement du département aujourd'hui montre à quel point on est allé trop loin, parce que le niveau de réinvestissement auquel on s'apprête à procéder montre bien que la logique qu'on avait prise était une logique qui nous avait embarqués dans l'austérité plus que dans la gestion rigoureuse nécessaire. Le développement durable à présent, on a pris beaucoup de temps. Troisième partie, comment mieux respecter l'environnement ? Bruno Pellerin, le département de l'Aube est en avance, en retard selon vous sur ces questions d'écologie ? Alors sur l'écologie, je vais le raccrocher à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gratuité dans les cantines, puisque ça, justement, ça aura une influence totale là-dessus, puisqu'on va pouvoir mettre en place des circuits courts déjà. Donc, et renforcer ce qui est mis au niveau du département. Et on va pouvoir aussi travailler sur avoir une agriculture paysanne et des maraîchers, d'accord, pour nous nourrir. Déjà, ça, c'est important, et que ça soit fait au niveau local. Voilà, déjà, pour une première partie. Après, au niveau de l'écologie, il faut travailler sur du zéro déchet. Il faut absolument sensibiliser les personnes sur le zéro déchet. Si on ne produit pas de déchets, forcément, c'est mieux. Si on en produit, après, il faut voir quelle filière par quelle filière on va pouvoir le réemployer, d'accord, ces déchets. Et si on ne peut pas, il va falloir le traiter. Donc là, le valoriser. Donc le valoriser, par exemple, par le compost, c'est une priorité. Et après, la méthanisation, et on pourrait terminer par d'autres choses. Valentine Frey, quelle serait votre mesure phare en termes d'écologie, d'environnement, de développement durable ? D'intégrer vraiment bien plus qu'il n'est fait aujourd'hui la démarche RSE dans tous les projets. RSE, responsabilité sociétale, environnementale ou des entreprises. Ça regroupe les 3 piliers. On a l'aspect social, économique et environnemental. Et on doit donner vraiment la priorité sur tous nos projets. Tout ce qui est coordonné par le département, il faut que ça s'appuie sur cette démarche. Quand on va rénover les collèges, j'espère qu'on va prendre en compte bien plus qu'il n'est fait sur les derniers projets, tous ces aspects pour aller bien plus loin et bien plus fort. Jordan Guiton. La question de l'écologie et du développement durable, elle est très importante parce qu'il faut déjà rappeler avant tout que nous vivons dans un département, dans un pays, dans un continent qui est déjà très propre, très vert. Où est-ce que les Français, les Auboises, les Aubois ont quand même des habitudes de consommation qui nous permettent d'être un continent et un département où est-ce que nous n'avons pas besoin de pénaliser les gens. Et justement, au Rassemblement national, nous luttons contre ces sanctions écologiques, ces obligations écologiques qui vont nous mener demain à des décisions qui sont parfois très arbitraires et qui contraignent souvent les personnes qui sont dans la ruralité. Pour vous, c'est une contrainte, l'écologie ? Non, pour nous, ce n'est pas une contrainte parce qu'on a des mesures très claires. Mais il faut juste rappeler que les pollueurs, ils ne se situent très peu finalement dans notre pays et dans notre département. Nous sommes dans une région, dans un pays, encore une fois, qui est très propre. Nous avons une vision des choses, ça s'appelle le localisme. Le localisme, pour nous, le Rassemblement national, c'est très clair. C'est la meilleure énergie, finalement, la meilleure consommation énergétique, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Faire venir du plus près possible, notamment des circuits courts dans le cadre des marchés publics, par des critères écologiques. Puisque si vous mettez un critère écologique dans l'ensemble des marchés publics, de la commande publique, finalement la dépense de l'argent du département, alors vous allez permettre d'avoir des critères écologiques qui soient respectés et donc un meilleur respect de l'environnement puisque vous faites venir des marchandises, des travailleurs, vous faites venir des personnes, des entreprises du coin, du bout de la rue plutôt que de faire venir des entreprises de régions. Voilà. Et évidemment, il s'agit de les mettre lorsque cela est possible, lorsque la compétence, lorsque le produit, c'est possible. Le local, le tourisme vert, les mobilités douces, Monsieur Girardin, toutes ces questions. Oui, évidemment. Alors, je partage tout ce qui va dans le sens de la transition écologique qui a été exprimée jusqu'ici. Si je reprends les mobilités douces, par exemple, je pense qu'on a trop conçu... Alors, on a un territoire magnifique, il faut bien le reconnaître, mais on a trop conçu les mobilités, et notamment les déplacements doux, comme étant un sujet de loisir, voire de tourisme. Or, on a pris du retard sur la question du pendulaire, de la question du travail, et je crois à la nécessité, et là encore, le département ne peut pas être tout seul, mais par contre, il peut être le point de connexion de toutes les collectivités territoriales pour aider à développer
mais entre les centres-bourgs, toutes les voies douces, voilà, le projet alimentaire de territoire. Je pense que le département est le lieu à partir duquel la proximité peut s'exprimer, mais aussi la vision de l'avenir. Il y a un gros travail à faire. Il a été commencé sur certains points. Il est insuffisant, à notre sens, sur bien des points, mais je crois qu'il peut fédérer et il faut fédérer sur ces questions. Comment faire plus et mieux, Monsieur Pichery? Véloroute du canal de la Haute-Seine, par exemple, elle relie la Marne et l'Aube. Les deux départements l'ont financé. Ce n'est pas suffisant à entendre les autres invités sur ce plateau. Comment faire mieux et plus? Alors, d'abord, j'observe qu'il y a beaucoup d'idées et que tout le monde se retourne vers le département, même à le solliciter sur des choses qui ne sont pas de ses compétences. Alors, d'un côté, on lui reproche de s'occuper de choses, les zéro déchets, le RSE entreprise, un certain nombre de choses que j'ai entendues. Mais le département a fait des choses autour du recyclage, par exemple. Le département a fait des choses sur ce qui est des vélo-voies, des voies vertes. On a déjà fait une trame importante. Cette trame, elle va être continuée par le raccordement, parce qu'il faut se mettre dans des réseaux, vers le raccordement vers la Seine-et-Marne, le raccordement vers le lac du Der, le raccordement vers le canal de Bourgogne à Saint-Florentin. Et comme c'était évoqué, à partir de cette armature principale, il va falloir travailler avec les communautés de communes pour qu'elles greffent dessus mais si j'ai bien des compris, réseaux vous voulez que les plus mobilités locaux. douces arrivent en ville, par exemple. Mais bien sûr, parce que comme cela a été dit, et là je suis tout à fait d'accord, ces infrastructures qui étaient avant des infrastructures de loisirs ou de tourisme deviennent des infrastructures des mobilités du quotidien. Et c'est une excellente chose. On l'a vu avec la vélovoie des lacs entre Ménil-Saint-Père et Lusigny. Il y a des gens qui quotidiennement l'utilisent pour aller travailler. Donc, je suis complètement d'accord. Il faut un schéma directeur du développement de ces infrastructures et le département va l'établir. Et il faut après, au niveau de chaque communauté de communes, insérer dans ce schéma directeur les liaisons de proximité. Quatrième et dernière partie, le sport, la culture, permettre aux Aubois, à tous les Aubois, de se divertir. Parmi les gros projets du moment, le complexe d'escalade à Troyes, un mur d'escalade, mais pas que, un complexe multisport également, 5000 m² de superficie, un chantier à 11,5 millions d'euros. Cette structure, ce type de structure manquait sur le territoire, Jordan Guiton? Non, mais moi, je pense que plus globalement, il faut renforcer les moyens envers le monde rural. Je pense qu'il ne s'agit pas de... Dans l'Aube, on est un département qui est déjà très centralisé vers l'agglomération de Troyes, vers Troyes. Et je pense qu'il s'agit plutôt de faire des dépenses par parcimonie sur des territoires ruraux qui, on a parlé tout de suite du monde du sport. Il y a de moins en moins de clubs de sport. Il y a une tendance à la centralisation. Moi, j'ai joué au foot dans ma jeunesse. Et ben, il y a une tendance à la centralisation. Le territoire n'est pas assez équilibré en termes d'infrastructure. Oui, une grosse dépense dans le département, ce n'est pas forcément la solution. Moi, je préfère avoir des petites dépenses par parcimonie, de manière à soutenir le monde rural, le monde du sport. Il s'agit aussi de soutenir le monde de la ville. Je ne vais pas aller contre, je suis moi-même un élu de Troyes. Mais il s'agit vraiment de rééquilibrer les dépenses et de ne pas tout centraliser, parce qu'à la fin, en fait, on n'aura plus qu'un club de sport dans chaque compétence, dans chaque domaine sportif. Et moi, je suis pour la défense à la fois du monde rural et qui est aussi cette identité auboise, de manière à permettre d'avoir une diversification des clubs de sport. Valentine Frey, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est l'idée. Est-ce que vous partagez le point de vue de M. Guiton? Je partage, mais pour autant, je pense que ce projet est une vraie bonne idée en termes d'attractivité pour l'Aube, de nous mettre autant en valeur pour les JO 2024. Je pense que c'était un projet qui était utile et essentiel. Quand vous dites que ce sera une belle vitrine, finalement, c'est l'idée, c'est également de permettre au département de se faire connaître. Il y a les JO, c'est l'un des objectifs aussi avec ce complexe d'escalade, les JO 2024 de Paris. Oui, de se faire connaître. Et pour autant, l'avantage de ce projet, c'est qu'il va prendre en compte tout le monde. On a parlé du handicap. Il y a très peu de structures qui se tournent pour donner les moyens aussi à des personnes en situation de handicap. Oui, il y aura des salles modulables. Quels sont vos projets, justement, autour du sport, du handicap ? Déjà, de continuer, du coup, ce qu'a commencé à déployer le département. Et comme le disait M. Guiton, peut-être réfléchir aussi à d'autres projets, peut-être plus locaux, plus petits, et qui permettent aussi à d'autres types de personnes de pouvoir profiter de ces infrastructures. Vous avez un exemple sur le sujet ? Non, je n'ai pas d'exemple en particulier.
Ce serait créer, je ne sais pas, plus de salles de sport dans des communes rurales. Ce serait mettre de l'argent. Oui, voilà, c'est plus sur des projets comme ça, d'essayer de redonner en fait les moyens avec soit des nouveaux stades ou pour au final donner à des villes qui aujourd'hui n'en ont plus la chance d'accueillir des clubs de foot, mais des clubs de basket. Voilà. Très bien. Monsieur Pellerin ? Alors, il existe plusieurs structures au niveau des gymnases de type A qui sont à peu près la taille d'un terrain de volley, des gymnases de type B, un terrain de basket, et les gymnases de type C, l'équivalent d'un terrain de handball. Là, on a une énorme structure qui coûte très très cher. Donc, on va privilégier l'escalade, puisque vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais bon, après, voilà, c'est très bien pour l'escalade, mais effectivement, il faut aller vers le rural, il faut aller vers le sport pour tous. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des comorbidités avec le Covid, il faut faire du sport à tout le monde et pour tous, et au plus près, et du plus jeune et aux plus âgés, et surtout à destination des plus âgés. D'accord ? C'est très important aussi de le diversifier partout. Il faut qu'on équilibre aussi le temps de parole. Merci, Monsieur Pellerin. Monsieur Pichery, c'est un projet, vous y teniez, ce projet. Pourquoi, pour vous, c'était la bonne solution d'investir dans ce complexe ? C'est une bonne solution, parce que je partage ce qui a été dit. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. On fait ce complexe, d'ailleurs... Quand on le réduit à une structure d'escalade, c'est totalement erroné. Je l'ai dit, oui, vous l'avez expliqué. Carrés, c'est un complexe international multisport escalade qui permettra la pratique de toutes les disciplines, qui va placer notre territoire de façon privilégiée par rapport à Paris 2024 et au tournoi pré-olympique en différentes disciplines en 2023. Mais ça ne répond pas au problème de la ruralité. Et donc, pour la ruralité, on a mis en place il y a 1 an un programme pour doter tout le département de terrains tout temps, des terrains de grands jeux, en apportant 50% de subventions. Ça fait 500 000 € par terrain. L'Aube était le département du Grand Est le plus en retard il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est le plus en avance. Ces terrains, il va s'en faire sur tout le département. Donc, je partage l'attente qu'exprime M. Guiton. Oui, il faut apporter des équipements sportifs dans toute la ruralité et des équipements couverts. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aider par la subvention beaucoup plus de projets de petites associations sportives locales. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, pour en avoir témoigné dans différents cantons, puisqu'on parle de tous les cantons ici, je pense qu'il est important que le département se porte garant de financer des projets, parce que souvent, dans des petites communes, ça ne peut plus se faire. Les moyens des collectivités locales de la commune ou de la communauté de communes ne peuvent pas se faire. Et je pense que il faut absolument appuyer pour relancer le monde du sport dans la ruralité et ne pas tout axer, encore une fois, sur les grandes agglomérations. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Si vous voulez avoir 1 minute tous, je suis obligée de continuer. Je vous propose donc de conclure. Et oui, vous avez 1 minute pour nous donner votre vision, donc la vision de votre parti pour le département de la Marne. On commence par Bruno Pellerin. De l'Aube, pardon, excusez-moi. Et on commence bien sûr par Bruno Pellerin. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. Alors, je vais parler de la culture finalement, puisqu'on n'en a pas parlé et que ça se relie aussi au sport. Et pour avoir une vision qui est plus centrée uniquement sur le patrimoine, mais pour une culture diversifiée, encore une fois, une culture pour tous, pour toutes, au contact des citoyens, au plus près du citoyen, en donnant des subventions aux communes qui vont faire venir des artistes, en cherchant aussi à avoir des artistes sur le terrain, en essayant de les recruter, en mettant aussi en place un schéma départemental des enseignements artistiques qui est de loi, mais qui pour l'instant n'est pas fait, et pour mettre aussi en avant la culture, parce que la culture, si elle est diversifiée, si elle est populaire, elle crée un collectif, on se rejoint ensemble, et c'est aussi le vivre ensemble, et c'est ce qui est important. C'est fini. Voilà. Jordan Guiton, c'est à vous. Eh bien, chers Aubois, je pense que les dimanches 20 et 27 juin, vous aurez l'occasion de saisir un bulletin de vote pour les élections départementales et un bulletin de vote pour les élections régionales. Avec le Rassemblement national, soutenu par Marine Le Pen, évidemment, nous proposons des binômes dans tous les cantons de l'Aube et nous vous proposons un projet pour plus de sécurité, pour lutter contre toutes les formes de finance envers l'immigration, pour plus de circuits courts, plus de localisme. Et je pense que le retour aussi des 90 km/h, il est possible, il est nécessaire dès le 28 juin. Et je pense que
tous ces projets pour vous qui avez envie de voter, vous qui avez envie de changer les choses, vous qui avez envie de changer la politique, les politiques. Alors il faut voter pour tous les binômes du Rassemblement national de manière à favoriser ce grand projet, ce grand changement que nous saluons. Très bien, merci beaucoup. Philippe Pichery. Nos échanges ont abordé différents thèmes de ce que font les départements et on est encore très loin de tout ce que fait un département. Ça touche votre vie quotidienne, ça touche l'avenir, la construction du territoire, l'avenir de vos enfants. Donc je dirais surtout, utilisez la possibilité que vous avez de voter et allez voter les 20 et 27 juin. Faites attention à deux choses. On risque de vouloir vous confisquer ce scrutin par des organisations politiques qui s'en désintéressent, mais qui vont utiliser ce scrutin pour ce qu'on appelle le coup d'après. Et donc, ne tombez pas dans ce piège et ne tombez pas non plus dans le piège de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de débat au conseil départemental. Il n'y a pas de débat inutile, il n'y a pas de débat stérile, ceux qui n'intéressent personne et où personne n'écoute personne. Mais il y a de vrais débats, un vrai travail collectif et avec l'équipe de la majorité départementale, on souhaite poursuivre à votre service. Merci. Valentine Fray, c'est à vous. Moi, je suis fière de représenter la société civile au sein de ce débat, mais encore plus la jeunesse qui s'engage. Ma volonté, c'est véritablement d'apporter des idées nouvelles, mais aussi de créer des vrais débats d'idées. Comme le dirait mon binôme, une idée en appelle une autre. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre département, on a énormément et trop d'élus qui sont dans différentes institutions et qui vont cumuler plusieurs fonctions. Et ça nuit vraiment à notre démocratie et qui doit être au plus proche de ses habitants. Mais je vous propose d'apporter un regard neuf, et aussi pour vous d'avoir l'audace d'avoir un renouveau. Il va falloir, pour chaque aubois, chaque auboise, pouvoir se saisir et s'investir dans les projets du département, que ça soit clair pour eux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair. C'est très difficile pour une personne lambda de comprendre tout ce qui est fait par les différentes institutions. Et on va pouvoir construire ensemble un avenir durable avec de vraies innovations. Une priorité, ce serait laquelle ? Le développement durable. Très bien. Merci beaucoup Valentine Fray. Et on poursuit donc avec Olivier Girardin. Vous avez une minute. On a en tête, on s'est présenté, rassemblé, c'est rare à gauche et avec les écologistes pour... avec un programme qui tourne autour de 3 enjeux majeurs. La question de l'implication, et ma voisine l'a dit, des citoyens dans les débats du conseil départemental qui aujourd'hui, je suis désolé pour M. Pichery, sont refermés sur eux-mêmes, avec un manque de transparence, je pense, sérieux, qu'il faut absolument changer. Les éléments de solidarité doivent être mis en exergue, c'est incontestable. Et sur la question de l'écologie, on doit franchir un palier. Tout cela ne se fera pas en un jour, tout cela ne se fera pas les uns contre les autres. Par contre, les voix doivent pouvoir s'exprimer dans un débat qui n'est pas inutile, Monsieur Pichery, qui est fondamental pour la démocratie. Simplement, on peut faire autre chose que des moulinets ou en effet avoir des débats qui ne servent à rien. Merci, Monsieur Girardin. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous les 5 d'avoir échangé sur l'avenir du département de l'Aube. Premier tour donc de ces élections départementales. Ce dimanche, on vote également pour les régionales. Je le rappelle, double scrutin cette année. Dans un instant, le débat consacré à la Haute-Marne est présenté par Nicole Fachet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Donc, la soirée continue sur France 3 Champagne-Ardenne. Et à bientôt.